Bonsoir à tous. Arnaud Montebourg est l'invité de Preuve par 3, le nouveau rendez-vous politique que vous propose Public Sénat. Député socialiste et président du Conseil général de Saône-et-Loire et grand architecte des primaires qui amèneront à la désignation du candidat socialiste pour 2012. Arnaud Montebourg, bonsoir. Bonsoir. 3 séquences vont rythmer cette émission. C'est pour ça qu'elle s'appelle Preuve par 3. Dans un instant, notre confrère de Libération qui fait un carton en librairie, David Revaud-Dallon, avec Petit meurtre entre camarades, sera là pour vous interroger. Puis ensuite, Perrine Tarnaud de Public Sénat pour des questions peut-être plus personnelles. D'abord, Arnaud Montebourg, le climat politique qui se tend pour l'exécutif, confronté à des polémiques multiples, et puis à l'assaut, aujourd'hui, l'assaut généralisé du Parti socialiste, épisode le plus récent sur les retraites. Est-ce que l'opposition aussi a les nerfs à vif? L'opposition fait son travail, d'abord parce que nous considérons que nous n'avons pas pu discuter suffisamment du texte de loi sur les retraites. Je rappelle qu'en 2003, il y a eu 5 semaines de débat. Là, c'est une réforme d'ampleur beaucoup plus importante. Vous avez eu plus de 20 heures pour vous exprimer. Nous avons eu une semaine, c'est-à-dire 5 fois moins. Pourquoi? Parce que la réforme de 2008 a contribué à bâillonner le Parlement. Le mécanisme en est très simple, il y a un temps guillotine maintenant. C'est-à-dire que le pouvoir décide du temps de parole de l'opposition. Donc quand M. Sarkozy et ses hommes, le gouvernement, décident que ce sera 20h ou 19h50 pour les 200 députés socialistes, eh bien ce sera 19h50 et pas plus, après la guillotine tombe. Donc nous nous sommes opposés à cela et nous avons dit, nous avons encore des choses à dire, il y a des choses qui n'ont pas été débattues, la retraite des femmes, les polypensionnés, la fonction publique, etc. etc. Donc ce débat n'est pas terminé. Il est d'ailleurs, j'allais dire, le texte n'est pas soutenu dans le pays. L'unanimité des organisations syndicales... La majorité a fait bloc. Pas tout à fait. L'unanimité des organisations syndicales, toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il est ultra minoritaire. C'est un texte injuste et injustifié. Alors vous allez au-delà quand même de la simple critique de la réforme des retraites, dans cette séquence de très haute tension, Arnaud Montebourg, puisque vous estimez que la République est abîmée. Par qui? D'abord, quand se multiplient un certain nombre d'anomalies qui deviennent des dysfonctionnements, qui eux-mêmes sont des illégalités. C'est-à-dire, finalement, l'état de droit est aujourd'hui piétiné par le pouvoir. Nous en avons eu un exemple à notre égard. Nous avons été un certain nombre, 156 députés, qui n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer dans le débat des retraites, qui ont demandé à exprimer leur droit de vote, pourquoi ils allaient voter contre et de donner. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'obstruction? L'obstruction, ça supposerait qu'on ait déjà eu 6 mois de discussion et qu'on veuille faire traîner. Mais là, moi, je n'ai même pas pu m'exprimer. Pourquoi c'est allé en même pas une semaine? Ça, c'est pas de destruction. C'est un droit constitutionnel qui vient d'être piétiné par le gouvernement et le président de l'Assemblée nationale à la demande du pouvoir exécutif. Ce qui est quand même un problème, car le Parlement n'est même plus défendu par son président. Donc maintenant... nous sommes dans une situation où les contre-pouvoirs sont systématiquement écrasés. La presse fait l'objet d'enquêtes du contre-espionnage, au mépris d'ailleurs des règles de protection des sources des journalistes, au mépris des règles qui fixent des missions aux services secrets qui s'occupent de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État, mais certainement pas de devoir se transformer en détectives privés pour le compte de ministres en difficulté judiciaire et en délicatesse avec leur comportement personnel. Ça, c'est pas possible. Mais ils le font. Les juges sont aujourd'hui mis sous le boisseau, c'est-à-dire contrôlés par le pouvoir et utilisés à des fins politiques. Ce qui s'est passé dans l'affaire Clearstream, où pour régler des comptes avec un rival, M. de Villepin, on a utilisé la justice pour faire condamner M. de Villepin. Alors, ça n'a pas marché. Vous allez loin puisque vous dites aujourd'hui, nous ne sommes plus en état de droit. Nous avons un état de droit qui est piétiné, tous les jours. D'ailleurs, regardez ce qui se passe avec les Roms. Vous avez des institutions morales, le pape, les archevêques, mais des institutions juridico-politiques. Le Parlement européen, la Commission européenne, l'ONU, et un haut commissaire aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux de l'ONU a exprimé son émotion et qui explique les conditions dans lesquelles la France s'est lancée dans une dérive discriminatoire. Est-ce que la commissaire, franchement, à vos yeux, Arnaud Montebourg, est allée trop loin en faisant le parallèle avec la déportation et la Seconde Guerre mondiale? Moi, je pense qu'elle a mis le doigt... Non, elle a mis le doigt sur un vrai problème. D'abord, avant la déportation des Juifs, il y a eu des mesures discriminatoires acceptables. La déportation des Juifs, elle est venue 10 ans après les premières mesures
discriminatoire. On commence comme ça. Donc il faut savoir s'arrêter. Mais où est-ce que ça s'arrête? Vous osez ce parallèle? Mais je n'ose pas ce parallèle. Tout le monde a compris que dans notre pays, on a une histoire où la discrimination juridique a été menée par un État qui s'appelait Vichy. Mais vous savez bien que... Ça a concerné 15 000 personnes. Oui. Ça a concerné 15 000 personnes. On peut s'en moquer. Allez, d'ailleurs, vous prenez la circulaire qui a été abandonnée par le pouvoir. Vous remplacez le mot Rome par le mot juif. Mais là, si ça avait été le cas, on aurait poussé des hurlements et des hourvaries. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'appréhension de la responsabilité individuelle en fonction du comportement individuel. Mais il y a une politique en fonction du comportement supposé d'un groupe en raison de son origine. C'est la violation de la Constitution, l'article 1. Question des Roms, vous savez que personne n'est tout à fait à l'aise sur le sujet. C'est un dossier embarrassant, y compris pour les élus socialistes. Par exemple, François Rebsamen, il justifie, lui, le démantèlement des camps, et il va même jusqu'à justifier le renvoi dans leur pays d'origine. Mais il y a une attitude qui consiste à dire il y a des problèmes dans certains endroits, il y a des problèmes où il n'y en a pas. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'on considère que la question n'est pas celle des Roms, mais d'un certain nombre de campements qui, dans certains cas, posent des problèmes, dans d'autres pas. Je rappelle qu'un certain nombre de démantèlements de camps illégaux ont été annulés par la justice. Donc il ne s'agit pas de cibler, pour des raisons de calcul électoral sordides, une catégorie en raison de son origine. Ça, c'est inadmissible et c'est interdit par les principes constitutionnels. On ne peut pas le faire, c'est interdit. Donc quand Mme Reding dit ça ressemble à ce qu'on a connu avant la Deuxième Guerre mondiale, elle fait allusion au fait que quand on cible des catégories de population en fonction de leurs origines, on commence par, en quelque sorte, isoler ces gens et monter la population contre eux. Donc c'est comme ça qu'on arrive à une sorte de racisme d'État, en quelque sorte officiel. Mais bon enfant, Monsieur Grossior, c'est toujours bon enfant. Mais ça peut très mal se terminer. Votre réaction, Nicolas Sarkozy est scandalisé par le parallèle qui a été fait par Viviane Reding avec la déportation des Juifs. Et aujourd'hui, il lui a conseillé de prendre des Roms dans son pays d'origine, le Luxembourg. Comment est-ce que vous réagissez la commissaire européenne, à cette déclaration du chef de l'État devant les sénateurs UMP? La commissaire européenne s'est exprimée comme institution de l'Europe, qui a un état de droit auquel nous avons souscrit. Et ce qu'a dit Madame la commissaire, c'est qu'elle allait proposer une procédure d'infraction contre la République française qui a violé l'état de droit. Écoutez, nous n'avons pas de recours, nous. Oui. Nous sommes dans un pays où... Pourquoi vous me posiez la question de l'état de droit. Pourquoi l'état de droit est en train de disparaître? Nous sommes dans un pays où, parce qu'il faut pourchasser des gens qui, en raison de leur origine, sont supposés être coupables, alors qu'ils peuvent parfaitement être innocents, je parle des Roms, et parfois, il faut innocenter des gens qui sont supposés, en raison de leur qualité, ne jamais être coupables. C'est le ministre Woerth, par exemple. Alors, donc, on protège. Qu'il est coupable. Non, je considère qu'il ne devrait pas être au Parlement plus longtemps et qu'il devrait répondre de ses actes devant la justice avec ses avocats pour défendre son honneur. Voilà. Donc, quand vous avez un ministre qui lui-même est en situation d'être ultra protégé par le pouvoir, on utilise un procureur qui organise la confusion pour qu'il n'y ait pas d'affaire à son sujet. On va chercher une inspection générale spécialement pour lui, pour faussement l'innocenter. On va chercher les services secrets pour décourager des journalistes d'obtenir des informations sur lui. Voilà ce qu'on fait pour protéger quelqu'un qui, semble-t-il, a commis de graves indélicatesses. En revanche, on accable des innocents. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont. On ne sait pas, il y a des Roms qui sont tout à fait honnêtes, mais ils sont même français. Vous dire, et qui habitent très tranquillement en toute légalité. Ceux qui sont renvoyés dans leur pays n'ont pas de situation légale. Il y a beaucoup d'annulations des tribunaux administratifs et il y a une procédure de sanction de l'Union européenne. Alors ça suffit pour dire qu'aujourd'hui la France et l'état de droit dans la République est placé en danger par celui-là même qui est chargé d'en être le garant, c'est-à-dire le président de la République. Vous vous adressez directement à lui. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Que lui demandez-vous? Mais nous n'attendons rien du président de la République. Rien. Pourquoi? Parce qu'il est la cause des problèmes de la France. Quand c'est lui la cause de l'aggravation des difficultés. Est-ce que vous allez jusqu'à contester la légitimité de son élection? Non, mais vous me demandez qu'est-ce que vous attendez du président de la République? Il est la cause des graves difficultés que la France est en train de traverser et il est la première cause de leur aggravation. Donc nous n'avons rien à lui demander. Il n'est même plus le recours
comme on pouvait parfois l'espérer de ses prédécesseurs, quels qu'ils soient, le recours que nous sommes en droit d'attendre d'un président de la République qui doit être le garant des institutions. Il ne l'est même pas, puisqu'il est lui-même l'auteur de ces violations. Donc nous sommes dans une situation où les causes de l'affaiblissement de la démocratie, la mise en danger des fonctions vitales de la République n'ont pas de solution. Puisque la cause, c'est le président de la République. Est-ce que vous estimez que le remaniement annoncé, alors on peut l'observer que François Fillon n'était pas présent dans l'hémicycle ce mercredi après-midi, est-ce que vous pensez que le remaniement peut être une solution, un nouveau départ? Est-ce que vous espérez un nouveau départ avec un changement d'envergure? Comme vous l'avez compris, les ministres eux-mêmes sont souvent dépossédés de leurs prérogatives, puisque les pouvoirs ont été transférés aux conseillers de l'Élysée. M. Guéant a plus de pouvoir que M. Fillon, Premier ministre. Donc le problème, c'est que il n'y a pas d'autre solution que finalement attendre les élections de 2012. Certains aimeraient que ces élections soient anticipées. C'est pas votre cas, la dissolution. On entendait. Mais la dissolution, c'est pas vous qui allez le décider ni moi. Il y en a qu'un, c'est le président de la République. Bien Donc de toute façon, il ne nous est pas accessible. Vous comprenez? C'est-à-dire que la cause de nos problèmes sur le non-fonctionnement de l'État de droit et le dysfonctionnement de la République et le piétinement de cet État de droit, c'est le président de la République lui-même. Donc toute initiative qu'il pourrait prendre en dehors de corriger son comportement, et sérieusement, et pour longtemps, concrètement, il ne réglerait aucun des problèmes. Quel comportement vous lui demandez d'adopter précisément? Par exemple, en Suède, je prends 3 exemples, comme ça au hasard. 3, si ça ne vous dérange pas. En Suède, pour faire la réforme des retraites, qui a été approuvée par l'opposition à la majorité, il y a eu de très très longues discussions, mais on est arrivé à un compromis final. Donc ça demande du temps, du respect, et puis finalement de la bonne foi. Ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce, puisque le gouvernement raconte n'importe quoi pour essayer de manipuler l'opinion sur la question. Le Parti socialiste dit toute la vérité sans déni de réalité et de vérité. Je le crois sincèrement, puisque nous sommes dans la défense d'une contre-proposition. Et nous construisons sur cette contre-proposition la crédibilité de notre éventuelle alternance. Alors, autre exemple. L'autre exemple, on pourrait imaginer que, par exemple, sur la question des Roms, il ait construit une politique en rapport, par exemple, avec la Roumanie, la Bulgarie, en trouvant des solutions concrètes, avec les élus locaux, par exemple. On pouvait imaginer des solutions concrètes, dans le consensus, le compromis. Tout ce que vous dites, là, ces propositions, ça ne montre pas que l'état de droit est en danger. Mais je vous l'ai démontré tout à l'heure. Là, ce que je vous dis, c'est que le problème, c'est le comportement du président de la République. Troisième exemple que vous vouliez Troisième donner. exemple, nous pourrions imaginer, par exemple, plutôt que chercher à bâillonner le Parlement ou faire pression sur la presse en utilisant les services secrets, il respecte scrupuleusement les règles. Par exemple, il pourrait dire, puisque mon ministre Woerth, et d'ailleurs tout président de la République l'a fait un jour à l'égard d'un ministre en difficulté judiciaire, puisque mon ministre Woerth est injustement accusé, je vais lui demander de se défendre, je vais demander à ce qu'un juge indépendant puisse faire le travail, et donc au procureur de la République, puisqu'il a le pouvoir de donner des ordres directement, de nommer une instance judiciaire indépendante devant laquelle M. Woerth pourra défendre sa position et éventuellement obtenir gain de cause. Comment est-ce que vous réagissez? Ça, c'est le respect normal des institutions. Quand voyez, vous défendez les institutions et que vous entendez dans les bancs de l'opposition crier le nom Mitterrand. Moi, je vais vous dire, je ne pense pas qu'ils aient tort. Car Mitterrand, dans l'affaire des écoutes, a commis de graves infractions. Mais au moins, elles ont été poursuivies, celles-là. Et d'ailleurs, je me souviens de Pierre Jox, l'un de mes grands aînés en Saône-et-Loire, qui avait témoigné, c'était un très proche de Mitterrand, qui avait témoigné à la barre du tribunal correctionnel pour dire « j'ai désapprouvé ce comportement ». Donc, moi, je ne me sens pas du tout solidaire. Je peux condamner rétrospectivement tout ce qui s'est produit à cette époque. Ce sont là de graves dérapages. Et ce n'est pas parce qu'ils ont eu lieu qu'il faudrait qu'ils se reproduisent. Au contraire, c'est par l'expérience qu'on peut aujourd'hui savoir que tout cela peut aller très loin. Vous demandez toujours la démission de Bernard Accoyer, que vous accusez de forfaiture, le président de l'Assemblée nationale. C'est la seule démission que vous réclamez? D'abord, je vais vous dire, il y a des députés de non-inscrits qui sont intervenus, qui se sont plaints du comportement d'Accoyer, qui a violé le règlement. Donc sur tous les bancs, M. Bayrou s'est porté au secours physiquement dans l'hémicycle tout à l'heure
auprès de M. Daniel Garrigue, député de la Dordogne, non inscrit, ancien UMP, qui a rompu depuis que M. Sarkozy est en dérive. Donc la droite est en train de se désagréger. M. François Goulard s'est porté physiquement au secours de M. Garrigue parce qu'il n'obtenait pas le droit de parler. Donc ne croyez pas que tout cela ne provoque pas des ondes de choc importantes, et y compris à l'intérieur de l'UMP. Oui, bien sûr. Arnaud Montebourg, je vous le disais, vous êtes, je le rappelais, vous êtes l'architecte des primaires décisives en vue de 2012. David Revaud-Dallon, expert SPS, va nous rejoindre dans une minute. Mais d'abord, votre nouveau tropisme, ah oui, vous le connaissez, Arnaud Montebourg, votre nouveau tropisme américain. Marie Brémaud. Il chante à tout va son rêve français à la sauce américaine. America, America, c'est le refrain qu'Arnaud Montebourg tente d'imposer au Parti socialiste depuis quelque temps. Le monsieur Rénovation du PS imagine rassemblant les foules autour des urnes pour choisir le futur candidat de la gauche. Vous avez remarqué que chez nos amis américains, c'est encore lui, le fan absolu du Made in USA, que l'on retrouve aux côtés des Obama Boys, venus spécialement à La Rochelle expliquer l'avantage de primaires très ouvertes. les Américains ont réussi, après l'effondrement du Parti démocrate, à reprendre pied dans la société américaine et mettre en mouvement la société américaine pour qu'elle s'approprie la victoire de Barack Obama. C'est exactement la même stratégie que nous suivons. Déjà, il y a 10 ans, l'électron libre du PS, alors Young Leader, était reçu en terre yankee et c'est toujours inspiré par le modèle outre-Atlantique qu'Arnaud Montebourg avance aujourd'hui son pacte de tranquillité. C'est l'association de la population et des habitants eux-mêmes à la lutte contre la délinquance. À force de rêver d'Amérique, le député de Saône-et-Loire risque d'en perdre son français. Arnaud Montebourg aux États-Unis en octobre pourra peut-être échanger sur le sujet avec le français résident à Washington, Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir David Revaud-Dallon, journaliste à Libération et auteur donc de ces petits meurtres entre camarades. Les primaires, est-ce pour stopper ou relancer le phénomène de ces petits meurtres internes? À vous de poser les questions, David. Bonsoir. Arnaud Montebourg, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes l'architecte de ces primaires, mais vous en êtes aussi l'un des acteurs potentiels majeurs. Je vais donc vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'intention d'être candidat à ces primaires qui auront lieu dans un an, à l'automne 2011? C'est une réflexion que j'ai ouverte et engagée. Vous comprenez bien que c'est quand même tôt pour le dire, puisque nous ne connaissons pas l'état de l'offre politique. Moi, vous savez, j'ai un itinéraire de rénovateur. C'est-à-dire que je me suis battu avec parfois, obstination, peut-être excès de passion, pour implanter des idées nouvelles dans la gauche. Ça a commencé avec les paradis fiscaux, nous avons continué avec la 6e République. Il y a eu beaucoup de sujets sur lesquels nous avons essayé de modifier la gauche et de la faire se transformer. Donc cette question, elle est encore aujourd'hui à l'œuvre, parce que la rénovation, ce n'est pas un changement seulement de procédure, c'est aussi la transformation de l'appréhension des principaux problèmes de notre société, la question de l'insécurité, la question de la mondialisation, les problèmes de financement de l'État-providence, la montée du racisme dans notre pays, comment fait-on? Il y a beaucoup de questions que la gauche aurait intérêt à s'approprier. Donc moi, si je m'interroge, c'est en raison de la nécessité de faire avancer toutes ces idées qui, depuis des années, dorment injustement dans certains cartons un peu trop vastes. Justement, on sent dans ce que vous dites que vous préconisez une solution générationnelle, un coup de jeune, très clairement. Je ne suis pas sur cette ligne-là. Je pense que c'est une question de proposition politique et de force, évidemment, pour les porter. Je ne crois pas que l'âge soit une garantie. Hein, je ne crois pas. En tout cas, je pense qu'il est nécessaire que nous changions de méthode. Et d'ailleurs, c'est l'esprit des primaires. Votre reportage un petit peu taquin faisait allusion à nos relations amicales et même très suivies avec les Américains. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils sont appuyés sur la société pour la changer. Nous, à gauche, on s'appuie encore sur la vieille forme d'appareil avant-gardiste d'esprit léniniste, c'est-à-dire qui a la science
et la conscience à la place du peuple et qui lui guide son chemin. C'était l'esprit de la révolution russe, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on avait tracé le chemin des masses qui se sont ensuite engouffrées dans le plébiscite et l'approbation de la révolution anti-tsariste. Nous pensons le contraire. C'est-à-dire que dans une société aujourd'hui qui est en train de se déliter, avec la montée de l'individualisme, on a besoin de raccrocher en quelque sorte les wagons de chaque individu à l'intérêt public. Donc il faut s'appuyer sur la population, et y compris sur ses demandes. Et c'est pourquoi... Ces demandes, par exemple, en matière de sécurité. Par exemple, elles ne sont pas injustifiées. Elles ne sont pas injustifiées. J'ai fait une proposition. Par exemple, je disais, nous pouvons parfaitement associer la population pour avancer sur la question de la sécurité. Pourquoi? Parce que les angéliques, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui cherchent des excuses, qui disent c'est d'abord l'économie, le social qu'il faut traiter avant. Amis du Parti socialiste. Non, pas seulement. Je crois que il y en a partout. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi de la montée de la délinquance, la progression de la misère. Et puis aussi les ultra surenchéristes, ultra sécuritaires. Tout le monde a échoué. Donc si tout le monde a échoué, il faut que maintenant on trouve d'autres solutions. Donc la proposition que j'avais faite à Frangy, puis ensuite je le referai dans le forum sur la sécurité du Parti socialiste, c'est d'associer la population aux enjeux de la lutte contre la violence. C'est-à-dire que chaque adulte est chargé à sa manière d'une parcelle de responsabilité publique. Ce qu'ont fait les policiers de Chicago dans les années 80-90 avec des résultats, ils ont associé tous les mois, les policiers discutaient avec la population et associaient la population à leurs enjeux et partageaient leurs problèmes en disant là on a raté, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on améliore. Et finalement tout le monde s'est retrouvé en quelque sorte co-responsable de la situation. Alors ça c'est l'exemple de la stratégie, ce que je veux dire, obamienne. David, je voudrais revenir aux primaires. Vous parlez d'associer la population. Première question, comment vous faites pour faire participer des centaines de milliers, voire des millions d'électeurs à ces primaires, puisque c'est un peu l'exemple italien, je crois, qui était une aussi, à part l'exemple américain, un de vos modèles. Et comment vous faites si vous vous retrouvez avec 200 000 participants? Et deuxième question, est-ce que vous n'allez pas, vous socialistes, vous sentir un petit peu seul dans ces primaires, dans la mesure où ni les écologistes, ni les communistes, ni les chevènementistes, ni les mélenchonistes ne vont y participer vraisemblablement? Alors, d'abord, je ne crois pas du tout à votre prédiction. Toutes les 200 000. 200 000. Combien vous dites? Je ne donnerai pas de chiffre puisqu'on ne peut pas le donner. Mais moi, je pense que, je vais vous dire mon sentiment, toutes les enquêtes d'opinion ont montré, parmi les sympathisants de gauche, un grand désir de participer. Et aujourd'hui, je crois que 30% de l'électorat actif qui va voter s'est déclaré sûr et certain d'aller voter à des primaires si elles étaient organisées. Ce qui donne plusieurs millions. Donc c'est considérable. Donc ça, c'est le premier élément d'optimisme. Pourquoi? Parce que le désir de ne pas rester dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, le désir pas seulement d'alternance, mais aussi d'alternative, est très puissant dans la population. Et il y a un désir d'autre chose, et puis aussi de retrouver la paix dans ce pays, puisqu'on est en train de se faire la guerre. Partout, le pouvoir allume des foyers de discorde et les alimente, puisqu'il en a besoin pour ses calculs électoraux. Donc, ce choix de retrouver la réconciliation, de se rassembler autour d'un projet, de se respecter les uns les autres, laisser l'esprit des primaires. L'esprit des primaires, c'est aussi une culture. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que ça ne va pas exalter à nouveau les divisions? Non, non, parce que c'est la police du désamour, les primaires. C'est la police des désaccords, si je peux m'employer cette expression un peu... c'est joli, c'est joliment dit. Non, mais c'est vrai. C'est quoi? Pourquoi? Il faut une force de l'ordre contre les désamours au sein du PS. Hein. Non, on ne va pas faire la police des sentiments, mais c'est une manière de... Les casques roses. Oui, c'est pas mal. Les casques roses. C'était pour vous distraire un peu. C'est une manière de dire, quand on entre dans les primaires, on sait qu'on soutiendra le vainqueur, même si on n'est pas le vainqueur. Donc de toute façon, tous ceux qui vont dans les primaires vont travailler à imaginer l'après-Sarkozy. Et après la parenthèse Sarkozy, ils vont travailler ensemble pour faire le gouvernement et donc traiter les problèmes des Français. Et il y en a un paquet qui sont sur la table, qui sont irrésolus. On connaît quand même les travers des socialistes. Certes, on constate une accalmie de la météo en cette rentrée, on l'a vu à La Rochelle, avec beaucoup d'images de démonstration d'unité, c'est très bien. Mais les 2 dernières années ont montré que la guerre civile était quand même permanente. Est-ce que vous, par ce processus des primaires, la compétition institutionnalisée, vous n'allez pas finalement, paradoxalement, revenir à vos vieux démons et transformer cette saine émulation en sanglante confrontation? Je voudrais vous amener à réfléchir aux raisons pour lesquelles on a retrouvé une certaine paix, comme vous le disiez. C'est parce que les primaires sont là.
On connaît les règles, on sait comment ça va se dérouler, selon quelle formule. Il n'y a pas à se battre, puisque de toute façon, on sait qu'il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Donc finalement, le système est en train d'organiser le tamis de l'histoire. On se coupe et on regardera les meilleurs. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'on a les règles. La dernière fois, on n'avait pas de règles, chacun se battait pour se positionner. Là, la situation est différente parce que d'abord, on a nous-mêmes organisé les règles du jeu. Donc c'est un facteur d'apaisement. Arnaud Montebourg, David Revaud-Dallon évoque la nuit la plus glauque de l'histoire du PS dans son livre. C'est votre expression. C'est la mienne. C'est votre expression, c'est ce que vous avez dit, la nuit la plus glauque, quand il a fallu dépouiller les bulletins qui ont finalement porté à la tête du PS Martine Aubry. C'était en fait la partie triche, comme l'écrit David. Alors, est-ce qu'on peut vous faire confiance en termes d'honnêteté électorale pour les primaires ? Écoutez, nous avons justement tiré les leçons de cette triste période. Et je veux rendre l'hommage à Martine Aubry et Ségolène Royal d'avoir su se retrouver sur un dispositif que j'ai proposé, assurant évidemment la sincérité, la transparence du scrutin. C'est une question très importante parce qu'elle garantit finalement le bon achèvement et puis la crédibilité du résultat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un parti qui joue en quelque sorte ses décisions à 1 millier de voix, avec des grandes fédérations qui sont totalement verrouillées, féodalisées, un parti qui d'ailleurs a perdu beaucoup de sa substance par rapport aux grandes et belles années, et les divisions internes ont fait beaucoup de mal. Nous avons besoin de nous ouvrir et d'aller rechercher la sève de la société, la faire couler dans notre tronc, dans nos feuilles, dans nos branches. David, vous allez, je crois, dans 15 jours à Washington pour vous renseigner sur le processus américain de primaire. Est-ce que vous allez rencontrer Dominique Strauss-Kahn et comment, au-delà de cette potentielle rencontre, comment vous situez-vous par rapport à son éventuel retour ? Écoutez, moi j'ai veillé à ce que, comme organisateur, comme vous dites architecte, c'est un bien grand mot, on va dire inspirateur, militant plutôt, militant avec la truelle, hein. C'est pas architecte ça, c'est plutôt les mains dans le ciment. Hein. J'ai veillé à ce que tout le monde puisse se situer dans le processus. Ségolène Royal, Martine Aubry, Manuel Valls, Pierre Moscovici... Vous-même, au besoin... Non mais peu importe, Dominique Strauss-Kahn. Vous le voyez ou pas à Washington dans 15 jours Ah non, ça n'est pas prévu. Mais je pourrais le faire. Je pourrais d'abord parce qu'il est normal que nous discutions. Moi, je considère qu'il a toute sa place dans le dispositif socialiste. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs candidats qui aujourd'hui sont en mesure de l'emporter. Donc il faut s'en réjouir. Abondance de biens ne nuit pas. Mais justement, sur ces candidats, abondance de biens ne nuit pas, j'en suis parfaitement d'accord, mais on a beaucoup parlé de pacte ces derniers mois entre différents candidats, Martine Aubry, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, même Ségolène Royal semblait y participer. Est-ce que finalement, si pacte il y a, si accord il y a, les primaires ne sont-elles pas totalement vidées de leur substance ? S'il y a un pacte, ça veut dire que les intéressés sont d'accord. Donc s'ils sont d'accord, ça veut dire qu'il n'y avait pas de raison d'avoir de débat entre eux. Donc, le débat, je ne dirais pas ça parce que pas de débat entre ces personnes parce qu'ils sont d'accord sur les orientations et la façon dont ils vont prendre les problèmes de la France. Je rappelle quand même que nous avons à restaurer la démocratie, faire muter écologiquement le pays, réindustrialiser la France, organiser la réconciliation des Français, faire en sorte que tous les laissés pour compte des dernières années soient, j'allais dire, réconciliés avec le vivre ensemble. C'est un boulot énorme. Plus tenter de réorienter l'Union européenne. Donc, faut s'entendre avant ? Non, pas forcément. Je pense que s'il y a des gens qui n'ont pas de désaccords fondamentaux, il est normal qu'ils se mettent d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, c'est qu'il y a des désaccords sur la manière de voir les choses. Donc le débat, il aura lieu avec des gens qui auront des vrais désaccords. Ça veut dire que les primaires vont être des primaires de débat démocratique sur des orientations. Ce ne sera pas un concours de vaches landaises. Très bien, merci David Revaud-Dallon. Sur la croupe des animaux, c'est ça que je voulais dire. Dernière séquence de preuve par 3 avec l'arrivée, dans une minute, de Perrine Tarnaud de Public Sénat. Avant cela, une interrogation. Arnaud Montebourg, vos adversaires vous reconnaissent du talent, mais dénoncent souvent vos excès. Ceux d'un procureur, vous connaissez le reproche. Terrain, pourtant, sur lequel vous êtes aujourd'hui concurrencé. Tam Tranui.
Monsieur Montebourg, un garçon qui a du talent, a toujours été un peu procureur de bistrot. Et il en a d'autres, des surnoms. Pourfendeur de la Ve République, Saint-Just, Fouquier-Tinville. Arnaud Montebourg, c'est le type même du combattant acharné contre l'immunité présidentielle et les paradis fiscaux, et le défenseur non moins fervent du mandat unique. Bref, un révolutionnaire qui ferait bien table rase pour une 6e République. Mais attention, il est peut-être en train de se faire piquer la place par une remplaçante de choc. Eva Joly, l'ancienne juge anticorruption, s'est fait connaître par ses enquêtes musclées. Et en embrassant la politique, elle n'hésite pas à rappeler son passé, critique, même avec les morts. Je n'avais pas aimé ce film, non, et je ne pense pas que ça soit le meilleur film de Claude Chabrol. Quant à Arnaud Montebourg, aujourd'hui artisan de la rénovation, il tente de polisser son image. Une nouvelle ère s'ouvre à lui avec peut-être un peu moins de bons mots et de formules choc. Une chèvre pourrait être élue avec l'investiture UMP à Neuilly-sur-Seine. Perrine Tarnaud, bonsoir. C'est à vous d'interroger Arnaud Montebourg. Bonsoir Arnaud Montebourg. Alors, est-ce que c'est fini ce temps d'Arnaud Montebourg dans le rôle du procureur? Est-ce qu'il y a un véritable changement d'image que vous essayez d'instaurer? Écoutez, non. D'abord, moi, je reste intransigeant. Vous savez, procureur, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne suis pas procureur. Je n'ai dressé aucun échafaud. Je n'ai tué personne, heureusement pour moi et pour eux. Et je dois vous dire que ce n'est pas ma vocation. Moi, je pense que la société telle qu'elle est d'abord irrespirable, personnellement, à titre personnel. Je pense qu'elle est injuste, elle provoque des mouvements de répulsion à l'homme que je suis. Bon, donc moi, je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de transiger avec des convictions. Est-ce que, en politique, on peut dire les choses? Je vais vous dire, j'ai eu 15 procès dans ma vie publique. Diffamation, dénonciation, il y en a eu 15. Il y en a encore un là qui... Cette semaine, oui, exactement. Pourquoi? Parce que je dis les choses. Je les ai tous gagnés. Hein. Je vous le dis tout de suite. On a même chez vous une volonté un petit peu d'apaiser ce caractère bouillonnant. Je vais vous dire, d'abord, je n'ai pas... Et qui a pu vous jouer des tours parfois. Non, mais que je dise les choses, et parfois, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Je veux bien en convenir. Vous avez l'impression de ne pas toujours avoir été pris au sérieux, par exemple? Oui, c'est vrai. Mais je voudrais dire que c'est l'âme d'un réformateur passionné qui parle. Voilà. D'un réformateur. Je ne veux pas me contenter. Je suis entré en politique il y a maintenant 13 ans. J'étais avocat. J'ai eu 10 ans d'expérience professionnelle derrière moi, à l'époque, pour changer les choses. Donc, parfois, il faut décrire ces choses pour pouvoir ensuite les transformer. Donc ça demande évidemment un peu d'intransigeance, j'en conviens, mais il faut la conserver. Aujourd'hui à peut-être tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il faut être capable aussi de convaincre d'autres qui n'ont pas votre point de vue, de passer des accords, des compromis pour arriver à des résultats. Donc c'est peut-être ça, j'allais dire, le chemin de l'expérience. Mais est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que ce caractère bouillonnant dont je parlais a pu parfois vous jouer des tours en politique, vous écarter de certaines décisions stratégiques à la tête du Parti socialiste? Écoutez, j'ai été un opposant à l'immobilisme de mon parti. Je ne regrette pas d'avoir été exigeant sur le sujet. Non, je ne le regrette pas. C'est un parcours nécessaire. Ouais. Voilà. On dit qu'à l'été 2009, donc il y a un peu plus d'un an, vous avez traversé une sorte de dépression politique. Vous en aviez marre des intrigues au sein du PS, marre des luttes de courant et que vous avez pensé à jeter l'éponge, c'est vrai? C'est exact. À plusieurs reprises. C'est arrivé une fois pendant l'affaire Chirac, lorsque j'étais député avec 38 autres députés. Nous avions signé la mise en accusation du président de la République. Il en manquait encore une 12. Et ce sont mes propres amis, les dirigeants de la gauche à l'époque, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, déjà, Lionel Jospin, Premier ministre, qui ont bloqué cette initiative. Donc je me suis dit, à quoi ça sert? Et tout ça n'aurait pas été si grave si nous n'avions pas été obligés d'aller voter pour Jacques Chirac un an plus tard quand même. C'était en 2001. Donc là, j'ai eu un moment, j'ai réuni mes proches chez moi, en Saône-et-Loire. J'ai dit, écoutez, moi, c'est plus possible, je suis plus d'accord. En fait, voilà, ça arrive. L'année dernière, c'est exactement la même chose. Je me suis dit, ce parti est irréformable. Je ne veux pas aller dans un autre parti. Parce que je suis socialiste, bon, voilà, donc j'ai aucune raison. Donc il n'y a pas d'autre solution. Donc à l'époque, vous ne sentiez pas Martine Aubry dans le rôle, dans les habits d'une femme qui allait changer, bouleverser le parti? Je lui ai mis ma démission dans la balance. Je lui ai dit, écoute Martine, soit on le fait, soit je m'en vais. Mais je m'en vais non pas
je quitte l'action publique, j'ai mieux à faire. Moi, j'étais avocat passionné, j'ai un métier qui me manque depuis un certain nombre d'années. J'ai connu les difficultés, le succès, j'ai tout connu. Il était hors de question que le mouvement sur lequel nous avions un accord politique avec Martine de changer le parti, donc pour changer ensuite la gauche et donc changer la France, tout cela part il y a en un fumée. paradoxe. Vous faites de la politique, Arnaud Montebourg, parce que vous estimez que la société est irrespirable et vous vous retrouvez dans un parti irrespirable. Est-ce que vous avez eu envie éventuellement d'aller voir ailleurs? Non, parce que non, je vous réponds non, parce qu'un parti, son action collective est l'outil de la transformation. Donc on a besoin qu'il soit vivant, ouvert sur la société et qu'il soit en train de muter. Le Parti socialiste, c'est le parti le plus vieux de France. S'il a un siècle derrière lui, c'est parce qu'il a muté. Il y a eu les congrès difficiles des années 20, 30, et puis il y a eu l'après-guerre, d'après 58, la Ve République, et notamment 72. À chaque fois, il y a eu des mutations très importantes. Je me suis battu pour qu'il y ait la même mutation, et c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que nous avons fait une révolution démocratique. Nous avons confié à des millions de citoyens la possibilité de se rendre aux urnes, de participer à nos débats et d'investir avec nous, pas à notre place, mais avec nous, le candidat qui gagnera et remplacera, qui gagnera l'élection présidentielle et remplacera M. Sarkozy. Dans votre parcours, Arnaud Montebourg, il y a peut-être une concession à ce qu'on pourrait appeler votre éthique personnelle, qui n'a pas toujours été très bien comprise. C'est celle de revenir sur le principe du mandat unique, et donc d'être à la fois maintenant député et président d'un conseil général. Pourquoi être revenu sur ce principe? Je l'ai fait d'abord parce que je voulais changer d'action publique. Je ne voulais pas rester dans le magistère du verbe au Parlement, et je voulais dans la vie entrer dans la réalité concrète. quotidienne et concrète et pouvoir réaliser des choses et mettre en œuvre un certain nombre d'idées. Donc ça avait un inconvénient, c'est que je donnais le sentiment de commettre une infraction par rapport à mes principes. Mais ma conviction n'a pas changé, et d'ailleurs je vais mettre fin à cette anomalie. Quand? En 2012, quand on va terminer les mandats. Comme d'ailleurs, nous avons réussi à l'imposer à l'ensemble du Parti socialiste. Le projet de rénovation, c'est la fin du cumul des mandats pour les parlementaires, les sénateurs, les députés, dont je suis. Donc finalement... Avec beaucoup de résistance, ici, dans cette maison, au Sénat. Oui, mais d'accord, mais la résistance, elle est toujours là, en toute matière. Et j'ai envie de vous dire, mon expérience de non-cumulard comme de cumulard m'a permis d'argumenter pour faire passer le projet. Pour faire passer dans le même sens, pas dans les deux sens, dans le même sens, pour faire passer le projet. Est-ce que vous ne retombez pas là dans l'intransigeance, puisque le non-cumul pourrait éventuellement faire battre la gauche lors du remaniement sénatorial l'année prochaine? Je ne crois pas. Je crois que le non-cumul des mandats est une force comme acte politique, et qu'il nous donnera du vent dans les voiles, en plus de celui que nous avons déjà acquis. Mais au détriment de certains barons de votre parti. Il faut débaroniser quand même un peu. Ah oui? Oh, oui. Il faut que la politique ressemble à la société. Et il nous faut des jeunes, des femmes, différentes couleurs, les couleurs de la France. On ne peut pas rester dans une sorte de classe politique qui serait entre soi. Il est temps maintenant d'ouvrir les portes et les fenêtres. Donc c'est pour ça qu'on a fait le non-cumul des mandats. Et d'ailleurs, moi-même, je pourrais céder la place dans l'une de mes fonctions à celui ou celle qui pourrait me succéder. Il y a des tas de talents qui piaffent aujourd'hui et qui ont envie de reprendre l'énergie que moi j'avais quand j'étais jeune. Oui, des talents qui piaffent aussi à l'intérieur du Parti socialiste. Ouais, quel regard vous portez aujourd'hui sur votre génération de quadras devenus quinquas aujourd'hui Pas encore. Pas encore, presque, j'allais dire presque. Vous avez raison. Qui finalement, cette génération qui n'a jamais accédé au pouvoir. C'est pas très grave. D'abord, on a accédé au pouvoir, on a fait des tas de choses, on a construit. Moi, sur mon territoire, nous avons engagé beaucoup de choses très importantes dont je suis fier, qui sont méconnues, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que nous l'ayons réalisé. Et tout cela compte dans une vie publique, et ce sont des apprentissages. Donc nous serons peut-être prêts pour exercer des fonctions difficiles. Vous n'appartenez pas à une génération sacrifiée, mais peut-être une génération frustrée. Non, une génération en devenir. Vous avez dit tout à l'heure que le candidat issu des primaires prendra la place de Nicolas Sarkozy en 2012. Vous en êtes aussi sûr? Je crois que
aujourd'hui un parti socialiste qui, enfermé sur ses 150 000 militants ou adhérents, ses élus, avec autour de lui des partis plus ou moins d'accord, ne pourrait pas gagner. Mais un parti qui rassemble la société, met en mouvement la société, parle avec la société, sur l'ensemble des grands projets qu'il veut mener, est obligé de dire la vérité de ce qu'il va devoir faire dans une situation réelle de contrainte, je crois, est un parti qui peut convaincre et qui aura la force et l'énergie de l'emporter. Un petit peu votre robe d'avocat, de procureur, de tout ce qu'on veut. Voilà, défroqué, madame, voilà. On va peut-être évoquer pour finir l'émission deux affaires dont on n'a pas encore parlé. D'abord l'affaire Clearstream qui va être jugée en appel par une chambre. On en a dit juste un mot tout à l'heure, mais effectivement ça mérite qu'on y revienne. Une chambre ad hoc, c'est-à-dire composée de juges spécialement désignés pour ce procès en appel. Est-ce que c'est la seule solution finalement pour juger cette affaire dans des délais raisonnables? En tout cas, c'est l'argument avancé. C'est une manipulation du pouvoir politique pour faire condamner M. de Villepin. Moi, je ne suis pas villepiniste, je ne suis pas d'accord, et je n'étais pas d'accord avec ses orientations politiques, mais je le défends par principe, parce qu'il est victime d'une manipulation judiciaire où on utilise les organes de la justice pour faire condamner un rival politique. Donc la justice est utilisée à des fins politiques. C'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, on entre dans le champ de l'arbitraire. C'est comme ça que l'affaire Calas est née. On a condamné Jean Calas parce qu'il était huguenot et protestant, non pas parce qu'il était coupable. Eh bien, on fait la même chose avec des rivaux politiques ou des gens qui ont le malheur d'appartenir à une ethnie indésirable qui s'appelle les Roms. Même s'ils sont innocents, on va les juger d'ores et déjà coupables parce que ce sont des Roms. Et à l'inverse, quand vous avez besoin d'avoir une justice clémente, vous organisez des systèmes de protection pour des ministres qui ont commis des indélicatesses, comme M. Woerth. M. Woerth a quand même, quand il était ministre du Budget, distribué des passe-droits fiscaux contre de l'argent pour son parti politique et pour lui-même et son action politique, contre une embauche de sa femme, contre des légions d'honneur. Il a bradé le patrimoine de l'État à ses riches amis de Compiègne. Tout ça, il n'y a même pas un juge d'instruction qui est désigné. Si c'était moi qui avais fait ça, madame, mais il y a longtemps que je serais dans un cul de basse-fosse de la République, je croupirais en prison. Pourquoi? Parce qu'on le protège. On va chercher les services secrets contre les journalistes qui osent enquêter contre ce pauvre Woerth. On va chercher les procureurs aux ordres qui découpent et saucissonnent les procédures, organisent la confusion pour qu'il n'y ait pas d'affaires. Qu'est-ce que vous allez faire de plus que... Monsieur Éric Woerth devrait être devant la Cour de justice de la République, sans délai, avec ses avocats, pour défendre son honneur. Sans délai, il y a quand même une procédure à suivre. Il faut la saisir. Pour ça, elle n'est toujours pas saisie. Ça fait combien de mois que ça dure? Que le procureur, aujourd'hui, vous savez ce qu'il fait? Le procureur Courroy, qui rend des services au pouvoir, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de conscience comme magistrat, n'a toujours pas saisi un juge d'instruction indépendant. Pourquoi? Si un juge d'instruction indépendant, il va mettre en examen M. Woerth. Pourquoi? Parce que les charges sont considérables. On le voit très actif dans l'enquête, hein, le procureur Courroy. Je ne sais pas à quoi il sert, puisque pour le moment, il garde tout pour lui et qu'il ne poursuit personne. Vous avez remarqué? Il ne poursuit finalement que les témoins qui l'embarrassent. Alors, il reste une minute pour évoquer la seconde affaire de justice, Perrine, que vous vouliez évoquer. Exactement, l'affaire Tapie. Là aussi, vous allez, j'imagine, parler de justice à double vitesse, à double tranchant. Mais pourquoi est-ce si difficile pour des parlementaires, et je pense par exemple à Jérôme Cahuzac, le président socialiste de la Commission des finances de l'Assemblée, d'avoir des éléments, d'obtenir des éléments chiffrés pour connaître le véritable chiffre dans cette affaire? Mais parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Moi, je suis désolé, je milite depuis des années pour une 6e République. Je considère que dans la 6e République, la règle, ce sera l'information. Libre accès pour les citoyens, les journalistes, sauf exception. Secret défense, secret de fabrication, secret de l'enquête, etc. Là, il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas accès à cette information. Donc, vous savez que dans le système actuel, il faut saisir une commission qui rend des avis 6 mois après. Bon, c'est inadmissible. Donc, la règle, contre sanction pénale contre celui qui s'y opposerait, serait, voilà une contre-proposition démocratique. Dans la 6e République, c'est l'accès à toute information qui concerne le bien public, l'argent public, l'usage des dépenses publiques, etc., etc. Très bien, merci. On n'a pas le temps d'évoquer le procès de Jacques Chirac. Vous vous êtes prononcé, vous, contre le protocole d'indemnisation voulu par votre ami, le maire socialiste Bertrand Delanoë. Merci Arnaud Montebourg. Bonsoir à tous.